Bienvenue sur ce plateau de KTO pour notre rendez-vous hebdomadaire face aux chrétiens, organisé en partenariat avec la Croix, avec Radio Notre-Dame, avec le réseau des radios RCF, 67 radios dans toute la France. Et aujourd'hui, nous accueillons un ancien ministre, soutien fidèle de François Fillon, Gérard Longuet. Bonjour Gérard Longuet. On est très content de vous avoir pour un peu débattre, bien évidemment, du programme de François Fillon. On va consacrer l'essentiel de cette émission au programme. On ne peut pas non plus ne pas évoquer ce qu'on a appelé les affaires concernant les liens de François Fillon avec l'argent. On sait que le quinquennat de Nicolas Sarkozy a été pollué par son début de quinquennat avec les affaires qu'on sait, le Fouquet, le yacht de Vincent Bolloré. Moins des affaires que des symboles. Oui, des symboles. Et on peut penser et on peut craindre que la même chose se produise avec François Fillon dans son rapport à l'argent. Quel conseil lui donneriez-vous? Comment éviter que ça lui colle à la peau? Je crois qu'en parler très, très librement et très directement, comme il a commencé à le faire, mais avec, je dirais, une forme de pudeur qui interdit d'aller jusqu'au bout et de bien comprendre. Je suis parlementaire depuis longtemps et je puis mesurer que la situation du parlementaire est une situation de cadre, je dirais, intermédiaire. Pas un cadre moyen, c'est pas un cadre supérieur, c'est un cadre intermédiaire. C'est quelqu'un qui a l'obligation de vivre dans sa circonscription et à Paris. Et lorsqu'il a une famille, ce qui est le cas de François Fillon, 5 enfants, lorsqu'il fait le choix d'associer sa famille, en l'occurrence son épouse, à son travail, cela veut dire qu'en contrepartie, il renonce à un soutien. Mon épouse, par exemple, est avocat. Elle a toujours continué d'exercer à Paris parce qu'elle ne pouvait pas exercer dans le département dont je suis l'élu pour des raisons de conflit d'intérêts. Je dois reconnaître que pour moi, c'est un facteur d'indépendance matérielle, de sécurité, parce qu'on n'est pas toujours élu. On peut être battu aux élections législatives ou sénatoriales. En revanche, je dois reconnaître que mes électeurs me l'ont toujours reproché. On dit, Gérard, on ne voit pas ta femme, comment, elle n'est pas avec toi? Oui, elle travaille. Alors, c'est entre deux mots, il faut choisir. Et François avait fait le choix de travailler en famille. C'est ce qui lui est reproché aujourd'hui. Vous n'allez pas tout de même nous faire pleurer sur la situation des parlementaires en France? Alors, je vais vous dire, ça dépend du point de départ. Moi, il se trouve que je suis un modeste énarque. Tous mes camarades de promotion, lorsqu'ils ont terminé leur carrière, gagnaient 3 fois ce que je gagnais. Louis Dauphren, pour prolonger. Aujourd'hui, sur la question de la mise en examen, on se pose la question de savoir si, c'est la question vraiment récurrente, est-ce qu'on peut continuer la campagne en étant mis en examen et surtout, est-ce qu'on peut devenir président avec cette image-là? Alors, d'abord, il y a une tradition républicaine qui n'a pas été respectée et qui est ancienne et qui remonte à la première élection au suffrage universel, celle de 1965, lorsque le général de Gaulle a décidé de ne jamais évoquer publiquement la mise en examen de son principal adversaire, qui était François Mitterrand, et qui, depuis l'affaire de l'Observatoire, était mis en examen pour outrage à magistrat, ce qui n'est pas négligeable pour une campagne. Il ne l'a pas fait parce qu'il estimait que les Français devaient pouvoir choisir leur candidat en toute liberté, et que ce candidat ne devait pas, parce qu'il pouvait être élu, porter une image dégradée. Ce principe a été respecté en 69, en 74, en 81. Il y avait d'ailleurs toujours le même candidat qui a finalement été élu en 81. Et aujourd'hui, nous sommes pour la première fois dans un cas de figure extraordinairement singulier, où une affaire est décidée par le parquet, enfin dans des conditions qui sont, pour tous ceux qui connaissent la justice, proprement atypiques en ce qui concerne les calendriers. Il n'y a pas de délit constitutionnel, je le pense profondément. Qu'il y ait une erreur d'appréciation, on peut en parler. Qu'il y ait d'une certaine façon une attitude qui surprenne, qui choque, on peut en parler. Mais en rien, elle n'est de nature
délictuelle. Or, ce qui tire évidemment vers le bas l'ensemble de la campagne, c'est la judiciarisation de la campagne. Au point d'ailleurs qu'on demande aujourd'hui à Emmanuel Macron de répondre de son comportement de ministre, et pourquoi pas à Pierre, Paul ou Jacques dans cette affaire. La judiciarisation est vraiment une dégradation de ce rendez-vous pour tous les Français. Les Français, pas tous, choisissent un président une fois tous les 5 ans, qu'ils puissent le choisir en toute liberté selon leurs convictions. Parce qu'en tout état de cause, ça plombe, je suis complètement de votre avis, la démarche, ça tire l'ensemble du débat vers le bas et ça prive les Français d'une compétition loyale à laquelle ils pourraient avoir droit pour choisir leur avenir. Une question de Laurent de Boissieu de la Croix. Contrairement à ce que vous avez dit, on ne reproche pas, personne ne reproche à François Fillon d'avoir employé son épouse comme collaboratrice parlementaire. La seule question, c'est est-ce qu'elle a vraiment effectué un travail de collaboratrice parlementaire tel que tout le monde l'entend ? Ça, c'est la justice qui le dira. La réponse est oui, puisqu'il a été réélu. Moi, ce que je demande à un collaborateur, c'est de faciliter mon projet. Si vous êtes chef d'entreprise, vous voulez des collaborateurs qui fassent gagner de l'argent à l'entreprise. Si vous êtes parlementaire, vous voulez des collaborateurs qui améliorent vos relations avec votre électorat. C'est exactement ce que l'on demande à un collaborateur. Vous savez, moi, j'ai des collaboratrices qui font des tâches tout à fait différentes. Savoir répondre à un maire, savoir parler au nom du candidat, c'est très important. Représenter un ancrage dans une circonscription, c'est très important. Cela ne se mesure pas au kilo de papier, cela se mesure à la relation que le candidat établit avec ses électeurs grâce à ses collaborateurs. Mais le hiatus, c'est qu'elle a toujours daigné avoir travaillé. Elle a toujours dit, et elle l'a dit d'ailleurs en se comparant à Chery Blair, puisque c'était l'interview en Angleterre, ou en se comparant à Cécilia Sarkozy, je ne suis pas une femme politique. C'est-à-dire que je ne suis pas le gourou de mon mari et je ne suis pas à ses côtés pour lui dire fais ceci, fais cela. En revanche, et d'expérience dans le département de la Sarthe, tout le monde savait que pour accéder à François, qui était entre Nantes, Paris, lorsqu'il était président de région, Le Mans, lorsqu'il était président de département, Pénélope était là, et d'ailleurs, elle avait modestement un mandat municipal pour montrer simplement qu'elle était accessible au relais d'opinion, peut-être pas à tous les électeurs, mais au relais d'opinion sur lequel un parlementaire ne peut pas être élu. Le mandat municipal, elle l'a eu après François Fillon à Solesmes, une fois que lui-même n'était plus, donc c'est 2014. Pardonnez-moi, mais je ne tiens pas au jour le jour. À l'époque, elle disait non seulement qu'elle ne travaillait pas et qu'elle n'avait aucun rôle politique auprès de son mari. Le rôle politique entendu comme le rôle de direction politique. Une question de Benjamin Rosier de RCF. Benjamin. François Fillon a présenté les poursuites judiciaires qui le visaient à un moment donné en disant que c'était un service commandé, notamment de la part du gouvernement et de la gauche. Est-ce qu'il le dit toujours aujourd'hui ? Je crois que ce n'est pas l'essentiel. Les Français sont capables de juger par eux-mêmes. Lorsque vous avez un conflit au Conseil des prud'hommes, vous attendez parfois 18 mois pour avoir une audience. Quand vous avez un conflit civil pour une succession ou pour un divorce, vous attendez plusieurs mois. Il se trouve que là, assez curieusement, le parquet a quand même attendu 3 heures pour ouvrir une instruction. Et lorsqu'une enquête préliminaire est engagée, j'en parle d'expérience, c'est un sujet que je connais, ce sont parfois plusieurs mois avant d'avoir une réponse du parquet. Là, c'était quelques jours. J'ajoute enfin, parlant du magistrat en charge de l'instruction, que son principe, et c'est d'ailleurs reconnu, et il y a une déclaration assez passionnante qui a été restituée dans le journal Le Monde, c'est un magistrat qui part du principe qu'il est là pour instruire à charge, contrairement à ce que le droit français dit. L'instruction est à charge et à décharge. Que le parquet soit à charge, c'est normal. Le parquet défend la société, il essaye de débusquer, en quelque sorte, un délit possible. Et donc le parquet est à charge. En revanche, le magistrat instructeur, c'est un juge, c'est-à-dire qu'il juge le pour et il juge le contre. Or, manifestement, le juge en question n'a pas pris le temps d'écouter le pour, et il s'est contenté d'enregistrer le contre. Mais est-ce que François Fillon, aujourd'hui, dit toujours que
il sent l'ombre, Il n'a pas ou il besoin de perçoit le dire. l'ombre du gouvernement. Parce Je qu'il veux l'a dire. dit à un moment donné, clairement. Et il n'a plus besoin de le dire parce que beaucoup de nos compatriotes en sont absolument convaincus quand ils voient la différence de traitement et ce traitement parfaitement singulier. Alors moi je crois que l'action publique, c'est la responsabilité du garde des Sceaux au nom du gouvernement et au nom du peuple français. Il se trouve que c'est le gouvernement qui parle au nom du peuple, puisqu'il est légitime, que le garde des Sceaux a la responsabilité de l'action publique, et quand une action publique prend une tonalité aussi exceptionnelle, c'est bien parce que le gouvernement le souhaite. Louis Dauphren de Radio Notre-Dame. Sommes-nous dans un état policier? Oui, si l'on considère que la tactique du filet dérivant et de la perquisition tous azimuts permet, quand on prend un individu, quel qu'il soit, dans une cible, on trouvera toujours quelque chose à lui reprocher. Un excès de vitesse, un impôt payé tardivement, une employée qui n'aurait pas été déclarée pour le nombre d'heures. Tout est absolument possible. Je vous rappelle que les écoutes téléphoniques de plusieurs mois sont désormais la règle. C'est quand même tout à fait surprenant. C'est ce qu'on appelle l'écoute, le filet dérivant. On vous écoute jusqu'au moment où on pense que telle conversation pourrait donner lieu à une enquête. Il y a un vrai sujet. Est-ce que les hommes politiques doivent être exemplaires? En tous les cas, je ne le suis pas. Et je n'ai jamais eu la prétention de l'être. Je trouve qu'un homme politique, on doit lui demander d'avoir des convictions, d'être loyal à l'égard de ses convictions, loyal à l'égard de ses engagements. Je ne prétends pas la sainteté et je n'ouvrirai pas de procès en béatification pour l'ensemble de mon œuvre. Pourquoi ? Parce que je suis à l'image de mes électeurs, je suis imparfait. Et puisque nous sommes dans une radio chrétienne, il y a l'acte de contrition. Et je suis de culture chrétienne. La foi est un autre sujet, mais je suis profondément de culture chrétienne et je trouve que il y a l'acte de contrition qui est de reconnaître ses erreurs. Cela permet la paix civique. Mais vous n'êtes pas candidat à la présidence. Je ne suis pas candidat à la présidence, vous l'avez remarqué aussi. Oui, mais et ma question portait pour quelqu'un qui prétend être président de la République. Moi, j'ai reproché à François Fillon d'avoir formulé cette phrase, ramasser ses convictions en disant on n'imagine pas le général de Gaulle mis en examen. Pourquoi ? Parce qu'on n'imagine pas le général de Gaulle ayant à rendre compte de 10 chaînes de télévision qui, tous les jours, publient chacune 4, 5 journaux. On n'imagine pas le général de Gaulle rendant compte des rumeurs d'Internet, dont les unes sont fondées et dont les autres sont parfaitement discutables. On n'imagine pas le général de Gaulle rendant compte d'une presse écrite qui, à son époque, était non conformiste pour 2 titres, Minute à droite et le Canard enchaîné plutôt à gauche, et d'autres journaux d'une prudence absolue. Pourquoi ? Imaginez un seul instant l'affaire Ben Barka, avec la puissance médiatique d'aujourd'hui. Croyez-vous que le gouvernement aurait pu poursuivre dans les mêmes conditions ? La réponse est non. Donc il ne faut pas juger la situation d'un pays à la lumière d'un autre système. Nous sommes dans un autre système. Laurent de Boissieu de la Croix. Il y a le droit, emploi fictif ou réel, ça sera la justice qui se prononcera, et il y a l'image que cela donne. Vous parlez d'élus qui représentent leurs électeurs. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le mode de vie, que ce soit François Fillon ou Emmanuel Macron, de certains candidats à la présidentielle, les coupe de leurs électeurs et finalement donne une image qui fait qu'une partie de la population ne va pas se sentir représentée par ces candidats-là? Alors, c'est une bonne question. Est-ce que les élus peuvent représenter les électeurs, et bien des électeurs se reconnaissent dans des élus. On disait un homme politique sous la 4e à qui on décrivait Antoine Pinet qui n'était pas connu, Herriot. Édouard Herriot répond, Pinet, formidable, il s'est fait une tête d'électeur. Bon. Mais en général, les gens qui prennent des responsabilités vont en avant. Et quand ils vont en avant des électeurs, ils ont, je le pense profondément, des personnalités différentes. Plus de passion, plus d'engagement, plus de sacrifice, peut-être parfois, pourquoi pas ne le dire, en capacité de travail, plus de capacité.
Et je ne suis pas certain que les électeurs demandent des élus qui leur ressemblent. Ils veulent des élus qui ne les trahissent pas, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Un élu qui affiche ce qu'il est et qui tient son engagement. Et moi, je n'ai jamais prétendu être représentatif. Je suis au service de mes électeurs. François Fillon, justement, il y a un décalage entre l'image qu'il avait, un peu sobriété, et en fait la réalité qu'on découvre aujourd'hui de son train de vie. Si vous voulez, pour l'essentiel, il l'est. Moi, ça fait 30 ans que je suis François Fillon dans sa vie, publique. On était d'accord, on n'était pas d'accord. Je ne l'ai jamais vu associé à un seul scandale de la Ve République. Et Dieu sait si depuis 1981, sa date de première élection, il y en a eu à droite comme à gauche qui ont marqué l'histoire de notre pays. Jamais, jamais. Alors, la seule faiblesse de François Fillon, c'est sans doute d'avoir considéré qu'un homme politique pouvait vivre comme un cadre supérieur en utilisant, en effet, les moyens du Parlement au service de sa vie personnelle et professionnelle qui ne font qu'un tout. La difficulté, c'est où mettre la frontière quand vous êtes un homme politique. Quand vous êtes pris 5 jours sur 7, puis le samedi, puis le dimanche, et quand on vous demande à tout moment d'être disponible pour intervenir, c'est extraordinairement difficile de faire une séparation. Et dans le cas de François, il a intégré toute sa vie personnelle au service de son mandat. Disponibilité absolue. Et il n'avait pas le temps, comme d'autres ont fait le choix d'avoir une vie professionnelle et une vie politique. Il était entièrement une vie politique, voilà. Une question et les sommes, attendez, et les sommes en jeu par rapport... Si vous voulez, moi je connais la vie privée parce que pour des raisons personnelles, j'ai été amené à travailler pendant 15 ans dans le privé. Si vous voulez, c'est par rapport au salaire d'un cadre supérieur. Il serait directeur chez... chez LVMH, il aura un salaire 6 fois plus élevé. Alors vous me direz, il a fait le choix d'être parlementaire, qu'il l'assume. Oui, c'est vrai, mais quand vous avez 5 enfants, il faut quand même payer leurs études supérieures. Une question de Louis Dauphren de Radio Notre-Dame. Oui. Puisqu'on parle de séparation, est-ce qu'il n'y a pas, c'est pour ça que je parlais d'état policier tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas une chose à faire évoluer, c'est le lien entre l'exécutif et la justice. Est-ce que la justice est vraiment indépendante en France ? Et que ce soit la droite ou la gauche, personne n'a jamais vraiment, je ne sais pas, osé ou même pensé, peut-être trancher ce lien entre la justice et l'État. Je crois qu'il ne faut pas... il y a 2 choses très différentes dans la justice. Il y a les juges du siège qui appliquent la loi, et je les respecte. Je les respecte d'autant d'ailleurs que j'ai toujours été relaxé. J'ai été mis en examen 6 fois. J'ai bénéficié d'un non-lieu et de 5 relax. Donc j'ai confiance dans les magistrats du siège, c'est-à-dire ceux qui, tranquillement, quand le dossier a été mis en forme, avec le temps nécessaire, prennent leurs décisions. En amont du jugement, vous avez l'enquête et vous avez l'enquête préliminaire. L'enquête préliminaire, c'est le parquet. Par définition, je l'évoquais tout à l'heure, le parquet est un outil au service du pouvoir, parce que le pouvoir a le devoir de faire respecter la loi. Que demande-t-on à un garde des Sceaux ? On demande à ce que des infractions possibles dans la drogue, dans la violence, dans le vol, dans l'attaque aux personnes, et aussi d'ailleurs dans les délits dits en col blanc, que ces délits soient poursuivis. Et c'est le rôle du garde des Sceaux, au nom du gouvernement, et donc au nom du peuple français, de donner des instructions générales à ces parquetiers pour qu'on enquête sur tel ou tel sujet et qu'on ne ferme pas les yeux sur tel ou tel comportement. Après, il faut que l'instruction appartienne aux magistrats du siège et que cette instruction ne se fasse pas, pardonnez-moi de le dire à des journalistes, en complicité avec tel ou tel journaliste que l'on a choisi comme auxiliaire de justice, en quelque sorte. Pourquoi ? Parce que la divulgation du secret de l'instruction ne permet pas d'avoir une justice sereine. À partir du moment... Je me souviens d'un ministre de l'Intérieur qui avait, dans l'affaire de Breuil, dit, ben voilà, on a trouvé les coupables, ce sont un tel et un tel.
ce n'est pas le rôle d'un ministre de l'Intérieur de dire quels sont les coupables. Il peut dire le parquet a des soupçons sur telle ou telle personne qui vont être examinées, c'est le cas de le dire, et ensuite jugées. Mais il faut séparer, et c'est pour ça que le secret de l'instruction protège l'honnêteté de la justice, l'honnêteté de la loyauté de l'instruction. Et plus personne ne le respecte, ce secret. Et c'est pour ça que nous avons des affaires qui sont préjugées médiatiquement et qui se terminent, lorsque l'on arrive devant les magistrats du siège, par des relaxes. Le parquet national financier renvoie devant le tribunal 7 fois sur 10, directement. Et en général, le tribunal souvent, enfin pas en général, mais il est arrivé souvent que le tribunal l'ait désavoué, parce que le parquet national financier n'a pas encore beaucoup d'expérience et beaucoup de maturité dans la gestion des dossiers. Merci de cette explication, de cette pédagogie sur la justice, avec la complicité de Louis Dauphren. Nous marquons une première pause, Gérard Longuet, dans ce Face aux chrétiens, et nous nous retrouverons dans un tout petit instant pour parler enfin du programme de François Fillon que vous défendez, comme chacun le sait. À tout de suite. Deuxième partie de ce Face aux chrétiens, avec notre invité Gérard Longuet, sénateur LR, ancien ministre, soutien fidèle de François Fillon. Il est interrogé par 3 journalistes, Laurent de Boissieu de La Croix, Louis Dauphren de Radio Notre-Dame et Benjamin Rosier de RCF. Alors nous allons parler, comme convenu, du programme de François Fillon avec vous, Gérard Longuet. Et une première remarque, c'est que pour l'instant, il est distancé par 2 autres candidats dans les sondages, apparemment. Qu'est-ce qui, dans son programme, je dis bien dans son programme, pourrait lui permettre de remonter à la 2e place, qui est la place essentielle, au moins pour participer au 2e tour? Est-ce qu'il doit amender un peu son programme? Sur quel point, éventuellement, pour lui permettre de gagner des points? Moi, je crois au contraire qu'il doit être très clair sur les 2 atouts forts de sa démarche politique, c'est la clarté du diagnostic et la clarté des solutions. La clarté du diagnostic français, c'est un préalable absolu. Si l'on considère que dans notre pays, en gros, ça ne va pas si mal, je crois qu'il est évidemment on n'est pas obligé de se tourner vers François Fillon. Si on considère au contraire que nous avons un pays qui est confronté à une véritable épreuve de vérité, de décrochage. Cette semaine, c'était les chiffres du commerce extérieur. C'est naturellement ce sont les chiffres de l'endettement, ce sont les chiffres des déficits publics, et c'est surtout cette lancinante tragédie du chômage. Alors que nos voisins, on ne se compare pas avec le Bangladesh ou la Chine, mais alors que nos voisins n'ont pas ces mêmes difficultés, ce qui est le cas de l'Allemagne, ou lorsqu'ils ont ces difficultés, je pense à l'Espagne, ont des dérivées positives qui montrent que des solutions s'engagent. Donc, c'est-à-dire sur le programme, vous ne changerez rien? Je veux vraiment que mon candidat parle aux Français sur la vérité du diagnostic. S'ils considèrent que tout va bien, ils peuvent voter pour n'importe qui. Personne ne le pense. Personne ne le pense, mais personne n'a le courage de dire que c'est la faiblesse de la capacité de travail française et le poids de la dépense publique qui plombe depuis 30 ans notre pays. Voilà. Et lui a eu ce courage, j'ai presque envie de dire involontairement lorsqu'il était Premier ministre, et qu'il a déclaré, c'est une des premières raisons pour lesquelles je le suis, je suis à la tête d'un État en faillite. Il faut avoir le courage de reconnaître qu'il n'est plus possible d'envoyer la facture à l'État, aux collectivités locales, à la sécurité sociale au sens large, parce que cette facture est trop lourde et elle tue le seul facteur d'espérance qui est l'investissement. Une question de Laurent de Boissieu de La Croix. Vous êtes issu de la famille libérale, François Fillon est issu de la famille gaulliste, mais il a mis beaucoup d'eau libérale dans son vin gaulliste, et finalement la philosophie de son projet... C'est sans doute la raison pour laquelle je le soutiens. Voilà, la philosophie de son projet est assez libérale. Mais je vous rappelle que le général de Gaulle avait confié à un dangereux libéral comme Jacques Rueff le soin de faire le plan de 1958. Mais un an après, justement, le plan et Antoine Pinel, c'était quand même pas des le gauchistes. gouvernement, notamment sur les divergences sur la question économique. Mais
pensez-vous que la France colbertiste, que la France du préambule de 46 est culturellement et juridiquement prête aujourd'hui au libéralisme? Mais attendez, ça n'existe plus. Quand vous avez l'ouverture des frontières, vous ne pouvez pas être colbertiste, parce que l'État n'a plus le monopole de la monnaie, c'est-à-dire le droit de spolier ceux qui ont cette monnaie nationale. La France a toujours été mal gérée depuis la Libération. Bon, on a été mal géré en période de croissance, parce que nous avons industrialisé un pays qui était un pays de paysans. Mais on l'a fait par des dévaluations successives, parce que les promesses politiques qui ont toujours eu lieu, sous la 4e comme sous la 5e, étaient épongées par les dévaluations. Après, on a essayé l'endettement, on est arrivé... Plus de dévaluation. On a essayé l'endettement, on est au taquet. On fait les impôts, je crois que le niveau de prélèvement est ressenti par tous comme insupportable. Donc, nous sommes aujourd'hui la génération de l'épreuve de vérité. On a différé. Aujourd'hui, je pense que François Fillon est le président de l'épreuve de vérité pour la France, c'est-à-dire accepter une idée simple, c'est que si on ne se remet pas en cause sur notre dépense publique et sur notre offre de travail, on n'a aucune chance de s'en sortir. C'est le président du libéralisme. C'est du réalisme économique, et c'est vrai que l'initiative est en général préférable au dirigisme. La libre initiative de tous est préférable au dirigisme supporté par quelques-uns. Une question de Benjamin Rosier de RCF. Vous disiez que François Fillon donc, fait un diagnostic avec des mesures fortes, il le dit lui-même, un programme de rupture radical. Vous parliez de l'entêtement public, mais derrière, quel est le projet de société qu'il nous propose François Fillon? Quel est l'horizon de sens qu'il propose aux Français? Parce qu'on comprend bien sur l'économie, etc. C'est la bonne question. Parce que comme ça, on a l'impression que ça manque un petit peu. On est avec des mesures fortes, mais il est où le sens? C'est la très bonne question et la vraie rupture. Vous parliez tout à l'heure de colbertiste. La vraie rupture, c'est une société dirigiste ou une société de confiance. J'adore l'histoire. Les rois de France ont fait l'unité de ce pays. Ils ont, et Louis XIV en particulier, vidé la France de sa richesse en captant toute la noblesse à Versailles pour la stériliser, la neutraliser et la contrôler pour éviter l'affronte. Et ce qu'il faut restituer en France, c'est cette troisième république des collectivités locales, c'est le partenariat, c'est la confiance. Et quand on dit libéralisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pouvoir politique renonce à diriger tout et fait confiance à des acteurs aussi simples que, en effet, les collectivités locales, les familles, les entreprises, les associations. Et moi, je soutiens un homme politique dès lors qu'il accepte d'être modeste et de faire société de confiance, pour répondre à votre question. Mais dans ce projet de société de confiance où on dit aux gens, vous êtes capables de réussir par vous-même. Et par rapport à ce qu'on appelle les fractures culturelles, une société aussi multiculturelle en France, ça, comment fait-on? Qu'est-ce qu'il propose? Vous en parler. Absolument, projet de société. C'est aussi ce que je veux dire derrière cette expression. Alors, une société de confiance, pardonnez-moi, pourquoi peut-on avoir confiance en France? Parce que nous avons une culture, contrairement à ce qu'a dit Macron, il y a une culture française, qui est une culture qui est un syncrétisme assez original entre des traditions chrétiennes, et c'est vrai, une sorte de voltairianisme. Et cette attitude assez ouverte, où on fait confiance, mais on se fixe des règles communes, on sait très bien que le décalogue reste le fondement de notre société. Le respect de l'autre comme le respect de soi-même, parce que nous sommes enfants d'un même père, l'idée de patrie, c'est pas complètement absurde. Hein, on respecte l'autre, mais on demande à tous d'adhérer implicitement à quelque chose qui n'est pas un ordre moral, mais qui est une forme de respect mutuel. Et cette société qui s'est construite en 10 siècles, à travers des épreuves, à travers des tragédies, à travers des déceptions, mais aussi à travers des élans formidables, nous souhaitons la faire partager. Alors il y a une diversité française aujourd'hui. Et cette diversité, moi je considère, pour prendre une formule simple, qu'il est plus facile de rapprocher le tabouret du piano que le piano du tabouret. Nous avons des gens nouveaux qui viennent, ils viennent d'eux-mêmes, personne ne les a obligés à venir, et ils viennent dans un pays qui a une histoire et une culture, et on leur propose d'adhérer à cette histoire et à cette culture. Par exemple, de reconnaître que ce qui est à César, et ce qui est à Dieu, et ce qui est à Dieu est à soi, mais n'est pas
une obligation collective. C'est une première différence. De reconnaître aussi qu'il y a une spiritualité. Mon royaume n'est pas de ce monde. Et par conséquent, chacun peut respecter la loi en ayant ses propres convictions. On lui demande simplement de respecter la loi. On ne viole pas ses convictions. Alors, ça suppose aussi des formes. Et ces formes font que, en effet, c'est très, très curieux. Moi, je suis un élu de province. Il n'y a pas un maire aujourd'hui qui accepterait qu'on sacrifie son église. Les églises sont mieux entretenues qu'elles ne l'ont jamais été. Elles sont souvent d'ailleurs éclairées la nuit, ce qui est une sorte qu'on progresse comme une sorte de repère en repère. Et malheureusement, les églises sont vides, sauf lorsque les citoyens ont besoin d'être ensemble pour un événement qui les frappe lourdement. Et c'est autour de cette communauté qu'ils se retrouvent. C'est la raison pour laquelle je pense que Macron a complètement tort de croire que la France est mondialisée. Il y a un socle, il y a une quille qui fait que quand il y a le vent de la mondialisation qui fait coucher le bateau, il y a un couple de redressement, comme on dit en marine, et ce couple de redressement, c'est 1000 ans d'existence commune. Je ne vais pas vous citer du Péguy, mais ce peuple... voilà... Vous nous voyez marcher, nous sommes la Pietà, nous n'avons que d'un pas à la fois, mais 20 siècles de peuple et 20 siècles de rois. On fait ce que c'est que d'être familier, et comme on peut marcher vers un dernier carré au soir d'une bataille. Et c'est cette France-là que j'aime et que je défends. Alors, c'est pas 100% de la France, je le conçois, mais c'est celle qui me fait m'engager. Et tant que j'aurai un petit peu de force, c'est celle que j'aimerais défendre et faire partager. Derrière Péguy, j'ai l'impression que Louis Dauphren va avoir du mal à poser sa question. Quand même, Louis, à toi. Belle métaphore et beau sens de la poésie et peut-être aussi du discours politique. Non, ce sont des convictions. Dû écrire des discours politiques. Et je trouve que Péguy, qui était socialiste, oui. et Dreyfus, je ne suis pas socialiste et je ne sais pas ce que j'aurais été à cette époque. Alors, je voulais prendre deux points parmi vos propos. Le premier, c'est que vous avez parlé des collectivités locales, revenir à la Troisième République des collectivités locales. Non, j'ai dit que la Troisième République a reconnu la liberté communale, départementale, et elle avait raison de le faire. C'est tout. Mais aujourd'hui, alors j'ai deux questions. La première, c'est qu'aujourd'hui, les 2 tiers de la dépense publique, ce sont les collectivités locales, et quand même, la tendance libérale consiste à sabrer dans... Alors, c'est la première question. Elle consiste à sabrer dans, d'abord à faire de l'intercommunalité de plus en plus, et puis à revoir les féodalités locales qui sont source d'énormément de dépenses et d'excès de dépenses publiques. Alors, une réponse, et puis après vous poserez votre deuxième question. Première question. Alors, les collectivités locales sont le seul et le dernier lieu de rencontre entre le citoyen et la chose publique. Vous ne pouvez pas prendre rendez-vous librement avec un préfet. Vous pouvez attraper le maire de votre commune sur le marché le dimanche matin par le bras en lui disant « Léon, ça va pas, ton école, ton stade, ta maison de la culture ne fonctionne pas ». Et pourquoi les collectivités locales ont vu en effet leurs dépenses augmenter? Parce que l'État leur a transféré des responsabilités, mais surtout parce que dans la crise de société, famille monoparentale par exemple, personnes âgées, isolement des personnes âgées, difficultés pour des jeunes qui ne trouvent pas de travail, qui cherchent, ou des marginaux qui cherchent des chantiers de reconversion. Ce sont les collectivités locales, parce qu'elles ont la proximité, c'est pour ça que je les défends d'ailleurs, qui répondent. Et donc, ça fait en effet une défense inflationniste. Moi, je conteste les collectivités locales lorsqu'elles ont la prétention de jouer dans la cour des grands, d'avoir des représentations à l'extérieur, de faire du développement économique alors qu'elles n'y connaissent souvent pas grand-chose. En revanche, dans la proximité et dans la culture, le soutien aux familles, je pense qu'il faut leur donner plus de responsabilités. Dans la vie des établissements scolaires, leur donner plus de responsabilités. Alors vous me dites, oui, de toute façon, la dépense publique est excessive, elle l'est pour l'État, elle l'est pour les collectivités locales. Si on passe 5 années à souffler un peu en matière d'inflation des dépenses publiques, ce ne sera pas une tragédie et on reprendra le chemin de l'investissement. Alors, la deuxième partie, mais courte. Très courte, bien sûr. Oui. Vous avez dit, il y a des gens qui viennent, des nouveaux qui viennent de l'étranger, ils viennent et personne ne les a fait venir.
ce n'est pas si exact. Le patronat les a fait venir Non. quand même. Non, On est non. allé chercher Non. une main-d'œuvre Non, non. moins chère. Non. Alors, statistiquement, vous n'avez absolument pas raison. Il se trouve que j'étais sous-préfet à l'époque et je me suis occupé des foyers Sonacotra. Vous avez eu, en effet, à partir de 1969-70, pour des raisons que je vais vous expliquer si ça vous intéresse, il y a eu des contrats. C'est quelques dizaines de milliers, c'est moins de 70 000 emplois qui ont été recherchés dans les mines, dans la sidérurgie et dans l'automobile. Bon, 3 secteurs. Partout ailleurs, on n'a rien cherché parce qu'on était déjà en difficulté. Et les gros bataillons sont venus à partir des années 80, à travers le, disons, 78-86, à travers le regroupement familial, et c'est devenu une sorte d'espérance pour des personnes qui avaient une certaine proximité, qui avaient en quelque sorte des têtes de pont, comme nous avons aujourd'hui des Français qui sont à Londres et qui parlent à leurs jeunes frères ou à leurs jeunes cousins en disant « viens nous rejoindre ». Restons sur la... Mais minoritaire, à mon avis, moins de 10% des actifs. Restons sur le programme avec une dernière question de Laurent de Boissieu de la Croix. Laurent. Beaucoup de points du programme de François Fillon, de libéralisation notamment, figurent en fait depuis 86 dans les programmes de la droite, sauf que ça n'a pas été appliqué. Qu'est-ce qui vous garantit que cette fois-ci, François Fillon va appliquer sa libéralisation de la France, s'il est élu? Rien d'autre que la volonté politique clairement affirmée. Parce que vous avez tout à fait raison, j'ai vécu 86, j'ai vécu 93, j'ai eu l'espérance de la rupture en 2007. Les deux cohabitations ne donnaient pas le temps nécessaire, celle de 86 et 93, et la rupture de 2007 a été complètement plombée par la crise de 2008. Je crois aussi, pour être très honnête, que qu'un homme politique, tant qu'il peut faire avec, il repousse l'échéance. La conviction de François Fillon, c'est la raison pour laquelle je le soutiens, c'est qu'on ne peut plus reculer l'échéance et pèse sur nous cette menace de la hausse des taux d'intérêt avec une dette de 2 000 milliards. On sait très bien qu'une hausse, même modeste, du coût de la dette plombe tout le budget de l'État et par conséquent toute la dépense publique. Donc la seule chose pour vous donner, je dirais, 2 réponses, la personnalité et les gens qui l'ont rejoint par conviction, ce qui est mon cas, mais ce n'est pas suffisant. Ce qui est, je dirais pas rassurant, mais c'est l'obligation de maîtriser la dépense publique parce que nous ne pouvons pas vivre sous la perspective d'une remontée des taux d'intérêt à court terme au-delà de 2%. Or, c'est tout à fait plausible. Merci Gérard Longuet. Nous marquons une deuxième pause dans ce Face aux chrétiens. On se retrouve dans un très très court instant avec notre invité Gérard Longuet, soutien de François Fillon et nos 3 journalistes. A tout de suite. Troisième partie de ce Face aux chrétiens avec notre invité, Gérard Longuet, ancien ministre, sénateur LR, soutien de François Fillon. Il est interrogé par 3 journalistes, Laurent de Boissieu de la Croix, Louis Dauphren de Radio Notre-Dame et Benjamin Rosier de RCF. Alors nous allons parler aussi de la concurrence qui se présente devant M. Fillon. Et je voudrais, parce que c'est un peu surprenant quand même de voir M. Macron... qui était une énigme, que personne ne connaît, qui n'a pas de parti, et qui est devant lui. Comment vous analysez cette percée de M. Macron? Et après, on parlera de la différence de programme. Mais comment vous l'analysez, la percée d'Emmanuel Macron? Tout simplement parce qu'il y a une offre politique, l'offre socialiste avec Benoît Hamon ne mord absolument pas dans l'électorat, et se rétrécit chaque jour. Et nous subissons, il faut le reconnaître, l'affaiblissement de notre candidat pour les raisons que nous avons longuement évoquées en première partie de l'émission. Et puis, je pense qu'il y a un phénomène de génération auquel je suis très sensible, parce que je ne suis pas un gamin, et j'ai des enfants et des petits-enfants. Et il est vrai que dans une France qui doute d'elle-même, le fait d'être jeune et d'avoir rien fait est un avantage. C'est pas un avantage dont il faut abuser, parce que n'avoir rien fait n'est pas une condition suffisante pour rassurer dans ses orientations, surtout lorsque vous rassemblez tout et son contraire. Benjamin Rosier de RCF, une question.
Est-ce que Macron, qui part son parti, qui crée un mouvement En Marche, est-ce que ça ne dit pas quand même aussi un certain ras-le-bol, en effet, des citoyens français sur les partis traditionnels, sur le paysage politique aussi? Est-ce qu'on n'est pas face à une recomposition de ce paysage politique et idéologique également? Est-ce que ce n'est pas ça aussi le phénomène Macron en ce moment? Vous avez raison. Il y a dans les institutions de la 5e et dans l'élection au scrutin majoritaire à 2 tours une sorte d'étouffement. Et une usure, là, on sent. Une usure du système, un étouffement. On aimerait... Parce que, prenons une réalité, il y a des Européens de droite et des Européens de gauche. Et ces Européens de droite et de gauche, moi j'ai fait partie de ceux qui ont voté oui en 92 au référendum sur Maastricht, je me sentais beaucoup plus près des Européens de gauche que de ceux qui, à tout prix, ne voulaient pas de monnaie européenne. Je m'en suis d'ailleurs expliqué avec François Fillon, puisqu'il avait pris position contre la monnaie européenne, avec l'argument qui est vrai d'ailleurs, et à l'épreuve des faits qui s'est confirmé, c'est qu'il dit monnaie européenne, dit gouvernement européen. Bon, lui le voulait. Seguin, j'en suis moins sûr. Donc, il y a un besoin de respiration. Et ce besoin de respiration, la faiblesse d'Hamon, l'usure de Mélenchon et l'impossibilité que représente Marine Le Pen donnent un espace. Laurent de Boissieu de la Croix. Compatibilité potentielle entre le programme d'Emmanuel Macron et celui de François Fillon. On voit bien, comme vous dites, vous parlez d'Européens, il y a une même volonté de libéraliser. Alors, j'ai regardé le programme d'Emmanuel Macron parce que je trouve que je connais, puis j'essaye de respecter les gens. C'est un principe simple. Et donc, la façon de les respecter, c'est d'essayer de ne pas les caricaturer et de lire leur programme. Ce qui me gêne dans l'affaire Macron, c'est que sur les 2 rendez-vous les plus difficiles, c'est-à-dire améliorer, ça va vous paraître surprenant, améliorer le ratio entre les actifs et les non-actifs en France. En France, il y a, en gros, je ne dois pas me tromper beaucoup, 42% de la population active, chômeurs compris, sur la population totale. Aux États-Unis, c'est 50%. Ça veut dire que nous avons 20% d'actifs en moins par rapport au ratio constaté dans une grande démocratie qui est quand même respectueuse des femmes et des hommes qui la composent, les États-Unis. Et nous avons une dépense publique qui est excessive et qui tue l'investissement. Si Emmanuel Macron ne traite aucun de ces 2 problèmes, il n'a aucune chance de réussir. Il nous fera du Hollande plus jeune, plus souriant, avec une dialectique peut-être plus fine, parfois difficile à comprendre et parfois dangereusement paradoxale, mais il ne s'attaque pas à l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'en France, le ratio entre actifs et non-actifs est dégradé par rapport à un pays qui veut être compétitif et que la dépense publique apparaît comme une réponse de facilité. Et ça, il ne règle aucun de ces 2 problèmes. Louis Dauphren, de Radio Notre-Dame. Oui. Dans l'hypothèse d'un second tour, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, vous êtes évidemment plus proche d'Emmanuel Macron. Oui. Oui, je viens de l'extrême droite, comme chacun sait, et j'ai beaucoup réfléchi. On peut être passionnément français, ce qui est mon cas, et passionnément modéré. Et je pense que les passionnément modérés, parce que les solutions sont forcément modérées. Et ce que je reproche à Marine Le Pen, c'est de condamner à l'impasse ceux qui aiment leur pays et qui se retrouvent dans une impasse absolue parce que leurs solutions sont simplement insupportables pour la quasi-totalité des Français et d'ailleurs sont impossibles. Ce qui veut dire que vous appellerez à voter Macron. Je veux dire, je pense que j'appellerai à voter Fillon au 2e tour, comme je l'ai fait aux primaires. Une question de Benjamin Rosier. On peut RCF. penser qu'assez habilement, Marine Le Pen essaie de faire de cette élection une espèce de référendum sur le clivage patriote et mondialiste. C'est ce qu'elle nous a dit en lançant sa campagne. Comment, vous parliez tout à l'heure de patriotisme, comment vous vous positionnez par rapport à ce clivage qu'elle propose dans cette élection? Pourquoi suis-je patriote? Parce que la liberté de la France, c'est la condition de ma liberté individuelle. Si je n'appartenais pas à un pays libre, ma liberté n'aurait pas de sens puisque les décisions seraient prises ailleurs. Et donc, je souhaite le succès de la France parce que ce succès me garantit ma liberté. Je souhaite le succès de la République et je souhaite le bon fonctionnement des institutions de la République, y compris les collectivités locales, parce que ces institutions garantissent ma liberté. En revanche, nous sommes dans un monde ouvert et il est inéluctablement ouvert. Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous avons envie de bénéficier de tout ce qui existe dans le monde. Et donc la liberté de la France, ce n'est pas
sa fermeture, c'est son aptitude, je dirais, à émettre plus d'idées qu'elle n'en reçoit, à émettre plus de richesses qu'elle n'en consomme. Si nous sommes un pays qui crée de la richesse, qui émet des idées, qui lance des initiatives, dans ce monde, nous sommes 1% de la population mondiale, un peu moins, 4% de l'économie mondiale, c'est pas mal. Eh bien, si nous arrivons à produire des excédents, nous investirons. Quelle est la tragédie française ? C'est que nous ne sommes pas associés aux nouvelles technologies, sauf dans quelques secteurs où on a réussi à garder des positions stratégiques fortes. L'aéronautique, la défense, le spatial, la pharmacie d'une certaine façon, l'agroalimentaire évidemment, le luxe. Eh bien, notre devoir absolu, c'est de donner toutes les chances de réussite là où nous sommes en position d'avantage stratégique et d'être toujours sur le podium mondial, or, argent, bronze, et jamais au-delà. Ça veut dire parfois des sacrifices, ça veut dire parfois des recentrages, mais si nous ne sommes pas capables de dégager de la marge pour investir, on sera dépendant des autres, c'est tout. On sera un pays marginalisé, j'ai presque envie de dire à l'échelle du monde, provincial, ce qui n'est pas mon souhait. Justement, sur le monde, en politique intérieure, on voit bien en quoi votre libéralisme de toujours rejoint le programme de François Fillon. Mais en politique étrangère, est-ce que vous ne trouvez pas que François Fillon est trop, pas assez atlantiste pour vous et peut-être pas assez européen pour vous ? Alors, si vous voulez, l'atlantisme était indiscutable et indispensable lorsqu'il y avait le système soviétique. Le système soviétique a disparu et je pense qu'il a disparu profondément. La Russie est un grand pays qui peut être parfois compliqué, mais ce n'est pas le système soviétique. Et nous ne sommes plus, comme le disait le général de Gaulle, à une étape de Tour de France de l'armée rouge. Donc il faut accepter une idée simple, c'est que les États-Unis, c'est un grand pays, c'est un partenaire, mais ce n'est pas eux qui doivent diriger en Europe. Et justement sur l'Europe, est-ce que François Fillon est suffisamment européen pour vous, aujourd'hui ? C'est un sujet permanent. Il y a plusieurs façons d'être européen et c'est vrai qu'il a une façon. Je renonce au fédéralisme parce que je suis vraiment pour l'Europe à deux vitesses. C'est-à-dire sur la question, sur François Fillon, est-il assez européen ? Alors, je vais vous en parler justement. Je pense qu'avec lui, il accepte l'idée que l'Europe lotharingienne, celle des fondateurs, l'Italie, l'Allemagne, le Benelux, naturellement d'autres immédiats, l'Espagne, sont le noyau d'une Europe des États, mais des États qui sacrifient, et ayant sacrifié leur monnaie, doivent converger leur économie. Davantage intégrés sur le plan économique. Donc c'est les pays de l'euro. Bon, vous avez la zone des pays de l'euro. Les pays de l'Est, c'est un peu plus compliqué parce qu'on ne peut pas leur en vouloir de se méfier de la Russie. Il y a quand même une longue histoire. Quand vous êtes balte, quand vous êtes polonais, quand vous êtes roumain, vous dites les Russes, bon d'accord, mais enfin, qui nous protégera in fine ? Je pense que la question ne se pose pas vraiment. Je comprends qu'ils soient atlantistes parce qu'ils ont souffert longtemps de leurs voisins. Sur l'Europe. Mais sur l'Europe, pour moi, c'est un gouvernement la économique, cohésion forte, gouvernement économique des pays de l'euro. Des pays de l'euro, un gouvernement économique qui dépend de la Commission européenne ou qui dépend des chefs d'État ? Des gouvernements et peut-être d'une section du Parlement européen ou de la Fédération des parlements des pays de l'euro. Vous avez plus loin que pas de solution technique. Plus supranationaliste que pas de François solution Fillon. technique, mais on ne pourra pas garder la même monnaie durablement s'il n'y a pas une convergence rapide des fiscalités et des systèmes sociaux. La dernière question. Parce que sinon, la seule variable d'ajustement, c'est le transfert des populations. Or, c'est exactement le contraire que nous voulons, qu'on soit espagnol, allemand ou italien. Louis Dauphin de Radio Notre-Dame. La position que vous défendez aujourd'hui semble assez illisible, en fait. Quand Marine Le Pen dit « Qu'est-ce que vous a apporté l'Europe ? Qu'est-ce que nous a apporté l'Europe ?» Elle dit « Rien. » C'est fou. Absolument rien. C'est scandaleux. Non, mais je ne dis pas le contraire, mais on a du mal à comprendre ou à formaliser dans une campagne ce que l'Europe a de positif aujourd'hui quand on voit l'état de la Grèce, quand on voit l'état... Je vous réponds très simplement. Ce qui paralyse l'Europe, c'est l'idée de vouloir être 28, heureusement on n'est plus que 27, et un jour peut-être 32. Moi je crois qu'il faut une Europe lotharingienne, d'ailleurs ça va très bien au Lorrain que je suis, et l'Europe de la monnaie commune, et à ce moment-là on a une convergence rapide, et il faut que les deux grands pays que sont l'Allemagne et la France acceptent l'un et l'autre de considérer que les soucis de l'un et de l'autre sont ses propres soucis. Je donne un exemple très concret. Nous, les Balkans, en France, on s'en fout. En Allemagne, l'Afrique subsahélienne, ça ne les préoccupe pas beaucoup. Si on veut une Europe plus intégrée, et notamment sur des sujets de défense ou de politique extérieure,
il faut qu'on considère que les Balkans, c'est important pour la France, et il faut que l'Allemagne considère que l'Afrique subsahélienne, c'est important pour l'Allemagne. Merci beaucoup. Et c'est la fin de ce Face aux chrétiens avec notre invité Gérard Longuet. Et on se retrouvera bien évidemment dans une semaine pour un autre Face aux chrétiens. Je dis aux téléspectateurs et aux auditeurs que s'ils ont pris ce Face aux chrétiens en cours de route, eh bien, ils peuvent le retrouver dans son intégralité sur les sites de la Croix, de Radio Notre-Dame, de KTO et de RCF. À la semaine prochaine. Merci encore Gérard Longuet et à bientôt. Merci.